Monsieur le commissaire, merci de nous accueillir ce matin au Berlaymont, au siège de la Commission européenne. Vous êtes devenu commissaire le 1er décembre 2019, après une carrière de tout premier plan en France, puisque vous avez présidé, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, à la fois des grands groupes comme Thomson, comme France Télécom, comme Atos, plus récemment, de 2009 à 2019. Puis vous avez été aussi ministre de l'économie et des finances de 2005 à 2007. Ma première question, d'abord, compte tenu de l'étendue de votre portefeuille, le marché intérieur, c'est à la fois des questions qui intègrent les questions de numérique, d'industrie, de services, de défense, d'espace, d'audiovisuel et de tourisme. Ma première question, elle est très personnelle. Si vous deviez porter un jugement aujourd'hui en 2022, à presque 3 ans donc de mandat, sur l'action publique européenne, Qu'est-ce que vous, quel est votre ressenti par rapport à ces 3 dernières années sur le fonctionnement des institutions telles que vous voyez peut-être avant d'arriver à la Commission européenne, et puis aujourd'hui sur le fonctionnement du collège, mais pas que, aussi sur les relations entre les institutions. Voilà. Quel est le regard que vous portez sur ces 3 années, et puis aussi sur les 2 années qui restent, parce que pour ceux qui nous écoutent, il reste encore 2 années. La Commission européenne est en place jusqu'en décembre 2024. Et donc, voilà, un petit bilan, s'il vous plaît, pour démarrer peut-être cet échange. Si vous permettez, d'abord merci de cet entretien et euh, peut-être pour donner un éclairage particulier, euh, je rajouterai également dans le petit portrait que vous venez de faire que j'ai également enseigné pendant quelques années aux États-Unis la gouvernance dans une université américaine, en quittant du reste mes fonctions de ministre des Finances et avant de reprendre des fonctions opérationnelles. Et c'est donc sous l'angle de la gouvernance que je voudrais peut-être donner un éclairage particulier, parce que pour moi, la gouvernance a toujours été un élément très important. La gouvernance, c'est au fond ce qui vous permet, lorsque vous arrivez dans un environnement, bien de vous adapter à cet environnement et puis de faire ce que vous devez y faire. Et donc comprendre ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas, ce que les autres attendent de vous, en un mot, l'intégralité de vos responsabilités dans un champ qui est un champ nouveau. Pour moi, effectivement, c'était un champ nouveau. C'était un champ des institutions. Et très vite, j'ai pris cette analogie pour m'aider dans cette nouvelle tâche qui était la mienne, et qui est passionnante, évidemment. Cette analogie, c'est qu'au fond, très vite, j'ai eu le sentiment, moi qui ai vécu pendant de très nombreuses années aux États-Unis, de retrouver un peu le sentiment que je connaissais à Washington, ici à Bruxelles, et en particulier au Berlaymont. Parce qu'au fond, Washington, évidemment, comparaison n'est pas raison, hein. On ne va pas comparer, évidemment, nos systèmes, même si, d'un point de vue démocratique, ils sont comparables. Nous gérons ici, à Bruxelles, quelque part, dans le cadre des traités, un continent, sur des règles démocratiques, fondées sur l'état de droit. C'est un peu le cas aussi à Washington, l'État fédéral, évidemment. Et au fond, nous, la Commission, on est ceux qui, comme l'exécutif américain, portent les lois, les propositions. On est la force de proposition. Donc on propose effectivement les textes, des directives, des règlements. Et puis ensuite, évidemment, une fois que ces textes sont portés, sont présentés, pour répondre à un besoin précis, dans le cadre de l'intérêt général européen, eh bien on va effectivement les discuter, donc, chez nos co-législateurs. Et je fais cette analogie parce qu'aux États-Unis, mes amis ministres, souvent du reste, je trouvais d'anciens chefs d'entreprise qui devenaient ministres, en particulier ministres des Finances. C'était le cas du reste de toute une génération de ministres des Finances qui venaient souvent du reste de Goldman Sachs. Donc, je les connaissais avant, c'était des interlocuteurs quand j'étais moi-même chef d'entreprise. Et au fond, ils me disaient, bah, tu vois, je passe mon temps à aller dans la Chambre des représentants, et puis après ça, aller discuter au Sénat. Et au fond, si je poursuis cette analogie, notre Chambre des représentants à nous, c'est le Parlement. Il représente le peuple européen. Et notre Sénat à nous, si vous me permettez cette analogie, eh bien c'est le Conseil. C'est le Conseil européen qui représente les États. Petite différence, aux États-Unis, il y a 2 représentants par État, quelle que soit la taille de l'État, du Delaware en Californie en passant par la Floride ou l'Arkansas. En Europe, pour notre continent européen, il y a 1 représentant par État. Mais au fond, pour moi, ça m'a aidé, finalement, à prendre très vite l'intégralité de mes fonctions et de mes responsabilités dans le champ large qui est le mien, qui a été négocié du reste et discuté avant que je n'arrive, comme vous le savez. Et c'est comme ça que je fais ce travail. Cette analogie m'a frappé très... Analogie également parce que à Bruxelles, il y a près de 1100 journalistes, comme à Washington, et près de 1200 lobbyistes,
comme à Washington. Donc on a des analogies qui se poursuivent. Merci beaucoup. Parmi les gros dossiers que vous avez eus, et c'était peut-être pas anticipé en 2019, il y a depuis le 24 février la question de la défense et de l'Europe de la défense, avec de partout une demande pour que cette Europe de la défense elle prenne une densité politique, est au cœur de l'intégration, et aussi le fait qu'à travers cette Europe de la défense, l'Europe puisse passer à un stade de puissance géopolitique, et notamment peut-être en repensant l'architecture de sa philosophie, de ses relations avec l'OTAN. Euh, de votre point de vue, comment ce qui se passe depuis 9 mois ou 8 mois est un élément d'accélération de l'Europe de la défense? Et j'aurais une sous-question aussi sur comment la Commission européenne peut être un élément d'intégrateur des démarches nationales. C'est-à-dire que nous avons vu les uns et les autres comment nos amis allemands avaient renversé des tabous qui étaient des tabous extrêmement importants dans la classe politique. Mais la défense européenne, c'est peut-être pas l'addition de 27 défenses nationales mises en commun. Et donc, comment la Commission, notamment, peut créer cet élément de stratégie? Alors, la boussole stratégique a été adoptée, je crois que c'est en mars cette année, mais au-delà, comment vous voyez cette capacité d'unification qui nous fera être entendus par les autres grands continents que sont la Chine, la Russie, voilà. Donc, comment vous voyez le chemin ou la ligne qui peut être engagée à partir de ces prochaines semaines, ces prochains mois? Bon, l'Europe de la défense, on n'en parle pas depuis le 24 février 2022, et vous le savez bien. Elle avait failli se faire en 1954, avec la Communauté européenne de défense. Nous, Français. Hélas, elle ne s'est pas faite, et c'est du reste, vous venez de le rappeler, du fait des Français. C'est souvent bien, du reste, de rappeler l'histoire. C'était Pierre Mendès France, qui était à l'époque le président du Conseil, qui n'avait pas voulu peut-être trop s'engager. Et on peut le regretter. En tout cas, c'est comme ça. Ça a donné ensuite une autre Europe qui s'est construite. Et c'est vrai que progressivement, on s'est rendu compte qu'il fallait désormais reprendre un peu notre destin en main, y compris en ce qui concerne la défense. On n'a pas attendu, comme je viens de le dire, le début des hostilités en Ukraine. Puisque je suis là aussi pour répondre à vos questions, je fais une petite incise. J'ai porté moi-même, c'est un peu un hasard de l'histoire, ces intérêts évidemment qui étaient pour la défense, je les ai depuis longtemps. Et en 2016, alors que je ne pensais pas, pour ne rien vous cacher, un jour être ici en face de vous pour répondre à vos questions en tant que commissaire notamment chargé des industries de défense, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai proposé à Jean-Claude Juncker, à l'époque il était le président de la Commission, un projet de ce que pourrait être un fonds européen de défense. Il a trouvé l'idée intéressante, il en a du reste parlé ensuite à ses collègues, il m'a dit ça serait bien que tu... Jean-Claude Juncker était président de l'Eurogroupe lorsque j'étais moi-même ministre des Finances, donc on se connaît bien et on s'apprécie, je le considère du reste comme un ami. Et il m'a dit, écoute, c'est formidable, ton idée est formidable, mais ça serait bien que peut-être que tu puisses en parler aux chefs d'État et de gouvernement. C'était à l'époque François Hollande qui était le président de la République française. J'en ai parlé au président de la République, il a trouvé une idée très intéressante. Je suis allé ensuite en Allemagne, où j'ai fait un petit peu le tour des autorités allemandes, y compris du reste, on m'avait recommandé d'aller voir la ministre de la Défense de l'époque. Une certaine Ursula von der Leyen. Une certaine Ursula von der Leyen, et c'est la première fois que je l'ai rencontrée, et c'est pour lui présenter mon projet et mon idée de fonds européen de défense. On était en 2016. Et puis les choses ont avancé. Finalement, la Commission s'est emparée de cette idée. Un pilote a été proposé en 2018. Et voilà donc qu'en 2019, par les hasards de la vie, si on peut dire, je deviens le commissaire en charge notamment des marchés intérieurs, mais aussi de la défense, et chargé finalement d'appliquer ce fonds pour lequel j'avais eu une petite contribution, on va dire, modeste à l'époque. Donc tout ceci pour vous dire que ça n'a pas démarré, évidemment, en février. Donc on a enclenché une dynamique qui était très forte et, je crois, vraiment très importante. Il ne s'agit pas, encore une fois, de se substituer aux États membres. Ça prendra du temps. Il s'agit tout simplement d'apporter un instrument pour avoir la volonté de travailler plus ensemble. C'est ça, l'idée de base du Fonds européen de défense. Et à plusieurs États membres, mais aussi en associant des grands groupes qui peut-être avaient trop tendance à capter dans les industries de défense une plus grande partie précisément du travail, mais aussi des PME. Et faire en sorte que chaque État membre
se sentent concernés désormais par les affaires de défense, y compris par les industries de défense. Ce fonds, donc, il existe. Il est maintenant doté, évidemment, on a quand même un montant très significatif, donc 8 milliards d'euros. 8 milliards, mais Ouais. qui, évidemment, c'est un effet de levier, donc qui vont générer 30, 40 milliards d'investissements mutualisés, c'est ça qui est important. Ou finalement, les États membres, on vient de voir la réalisation de la première année, 1,2 milliard qui ont été mis sur la table, qui ont généré évidemment beaucoup plus d'investissements collectifs de la part des États membres et des entreprises, sur des projets très importants et structurels, structurants pour notre industrie de défense. 26 États membres sont associés sur 27. On a 43% de PME. Donc, le système commence à fonctionner. Et ce que j'avais un peu espéré, lorsque j'avais présenté cette idée, c'est que précisément, chacun se sente contributeur, au fond, et partie prenante, on va dire, apporter sa parcelle dans la création d'une infrastructure commune, d'une recherche commune, et donc de propositions d'équipements communs. Donc, évidemment, la guerre a accéléré tout cela, c'est une évidence. Elle a accéléré sur deux domaines. D'abord, pour la première fois, la guerre en Ukraine, d'abord pour la première fois, pour répondre à cette agression et à cette guerre que Vladimir Poutine a décidé à déclarer en Ukraine, avec toutes les atrocités et le cortège d'ignominie qu'il y a derrière, et qu'on voit hélas encore tous les jours. Eh bien, l'Union européenne, et sous la présidence d'Ursula von der Leyen, a décidé de façon très rapide de répondre tout de suite en disant qu'on serait solidaire, et pour la première fois dans nos institutions, de dire ensemble et de façon coordonnée, nous allons fournir des armes à l'Ukraine et de façon coordonnée. Et ça, c'est vraiment effectivement une première des institutions. Bien sûr, c'est les États membres qui sont à la manœuvre, on va dire, mais il y a une coordination générale, et c'est très très important. C'est important, ça a été un élément, et c'est un élément important du soutien, évidemment, que nous apportons à l'Ukraine et aux demandes de son président et du ministre de la Défense. On va continuer, évidemment, c'est une évidence. Mais évidemment, il faut reconstituer les stocks, parce que les États membres ont été très, très, très généreux pour répondre précisément aux demandes et à cette agression. Et donc, on rentre maintenant dans la phase où il faut reconstituer ces stocks, à un moment où, comme vous l'avez rappelé, enfin, ce que j'appelais moi-même de mes vœux depuis de très nombreuses années, je me suis exprimé bien avant, effectivement, même d'être commissaire, les États membres décident enfin de monter à 2% par rapport au produit intérieur brut leurs dépenses de défense. On sait que beaucoup ne le faisaient pas. On sait que donc beaucoup, finalement, n'apportaient pas leur contribution, on va dire, à la défense de notre continent. Je le dis du reste sans acrimonie, parce qu'on est dans un moment où il faut être unis, il faut être solidaire. Et donc il faut tout mettre sur la table pour avancer ensemble. Mais certains États membres, qu'on disait frugaux, n'ont pas apporté leur contribution à la défense du continent. C'est peut-être... Alors, je suis évidemment de ceux qui estiment qu'il faut respecter, et qu'il fallait respecter les critères de Maastricht. En tant que ministre des Finances, comme vous savez, je crois avoir été l'un des seuls, j'en tire pas aucune gloire, mais j'estimais que c'était mon devoir et mon rôle de ministre des Finances à être revenu pratiquement dans les clous de Maastricht, avoir baissé la dette de la France. Ça me semblait important. Quand je quitte le ministère des Finances en 2007, la dette de la France est ramenée à 62%. C'est-à-dire qu'on est pratiquement à 60%. Je rappelle que l'Allemagne était à l'époque à 67%. Alors, il y a eu la crise des subprimes des deux côtés du Rhin, la même. La France l'a mal gérée sous Nicolas Sarkozy, il faut le reconnaître, c'est un fait, très mal géré. On a augmenté les dépenses énormément. L'Allemagne l'a mieux géré. Et à ce moment-là, évidemment, l'Allemagne fait beaucoup mieux que la France, fait ce que nous aurions dû faire nous, et malheureusement, c'est pas ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, et donc on commence à dériver. Il n'en demeure pas moins qu'on peut dire quand même de façon très objective que certains pays n'ont pas apporté leur contribution à la défense commune de notre continent. Donc maintenant, ils le disent, c'est bonne chose, je m'en réjouis. Ça veut donc dire, du reste, que si tous les États membres avaient dépensé ce que nous avons dépensé, nous, en France, pratiquement aux 2%, ou la Grèce, qui a fait beaucoup plus, du reste. On a souvent vilipendé la Grèce. Je ne dis pas que la gestion de ses finances publiques était exemplaire, loin de là. Mais enfin, la Grèce défend le front septentrional de notre continent, de l'Europe, et dépense plus de 3% de son PIB en défense. Pour nous aussi, quelque part. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, j'invite, et je suis heureux, que tous les pays, y compris les frugaux, je pense évidemment
au Danemark, je peux penser aussi évidemment aux Pays-Bas, et je m'en suis retrouvé du reste avec mon ami Mark Rutte, à l'Allemagne, que désormais ils fassent comme les pays dits du Club Med, qui dépensent eux aussi ce qu'il faut dépenser. Et ça veut dire que si tout le monde avait dépensé, on aurait investi 1300 milliards d'euros de plus dans notre industrie de défense. Ça n'a pas été le cas. Et donc aujourd'hui on en souffre. Alors, en revanche, ces perspectives qui sont données par cette augmentation donc progressive des budgets de défense fait qu'à terme, si maintenant tout le monde se met à 2%, c'est 163 milliards d'euros de plus par an qui vont être investis dans la défense. Et mon rôle, évidemment, en tant que commissaire chargé de ces affaires, eh bien, c'est de faire en sorte que la plupart de ces sommes très significatives servent à notre industrie de défense, à nos entreprises, à notre technologie, à nos salariés, pour évidemment accroître l'autonomie de notre continent. Bien entendu, dans le cadre de nos alliances, elles sont essentielles, elles demeurent essentielles. Du reste, je pense en particulier à l'OTAN, vous m'interrogez sur l'OTAN. Bien entendu, c'est essentiel. Du reste, maintenant, depuis la décision de la Finlande et de la Suède de rejoindre l'OTAN, quasiment tous les pays de l'Europe sont 27 sont membres de l'OTAN. On est maintenant donc partie intégrante. L'OTAN, c'est aussi nous. Mais l'OTAN, c'est pas l'Union européenne. Nous sommes l'un des piliers importants, essentiels, mais nous sommes l'Union européenne. Et donc, pour être un pilier fort de l'OTAN, en matière de défense, mais il faut qu'on soit fort en défense. Et c'est tout mon combat. Merci beaucoup. J'avais une question peut-être subsidiaire par rapport à ce thème de la défense européenne. Vous évoquiez, monsieur le commissaire, tout à l'heure, les industries de défense. Comment peut-être sublimer ou subsumer les combats internes entre industriels de la défense européenne et favoriser des synergies, des projets communs on voit Alors, trop souvent entre grands États européens sortir dans la presse des affrontements entre tel ou tel industriel. Est-ce que c'est pas des combats qui affaiblissent l'Europe plutôt qu'ils ne la renforcent? alors c'est tout l'objet du Fonds européen de défense que de travailler ensemble sur des projets communs dès l'amont de la recherche et de la recherche applicative. Mais, et c'est le deuxième volet que je voulais peut-être développer, c'est qu'effectivement, nous avons décidé maintenant pour, je dirais, renflouer nos réserves et donc nos capacités, notamment en matière de munitions et autres, de proposer un instrument qu'on appelle EDIRPA, qui va permettre d'inciter les États membres à se mettre ensemble pour acheter ces équipements, évidemment faits en Europe. Il ne s'agit pas de dépenser de l'argent public des contribuables européens pour aller acheter en dehors d'Europe. Il faut évidemment, les États membres ont toujours la possibilité d'aller, s'ils veulent, acheter où ils veulent. Mais si on veut utiliser cet instrument, je ne dire pas donc sur lequel nous sommes en train de travailler, et j'espère que le trilogue aboutira rapidement, donc va permettre de donner une incitation, au fond, aux États membres. Si par exemple les États membres veulent racheter des munitions, des obus, des lance-roquettes, des missiles anti-chars, que sais-je. Et à ce moment-là, si 3 États membres se mettent ensemble, eh bien, et qu'ils décident d'acheter ensemble ces munitions, l'entreprise européenne, la Commission aura un instrument financier pour abonder et donc donner une incitation assez forte financière et donc inciter, au fond, les États membres, non plus à travailler de façon en silo, comme vous le disiez, mais ensemble. Et c'est comme ça que progressivement, on construit cette affection societatis et cette volonté de travailler ensemble. Je crois que cet instrument a démontré son efficacité pour le Fonds européen de défense. Maintenant, le deuxième pilier, c'est évidemment le côté capacitaire. Merci beaucoup. Le deuxième volet, mais qui est très lié à la question de la défense, c'est bien entendu le questionnement sur l'Europe de l'énergie et la crise qui s'annonce, qui sera pas peut-être une crise que pour quelques semaines ou quelques mois, mais qui risque aussi de se répercuter sur d'autres hivers que l'hiver 2022-2023. Et on voit bien que dans le triangle entre sécurité d'approvisionnement, transition vers une énergie durable et puis accessibilité en termes de prix, l'agression russe a réinterpellé l'Europe sur peut-être un sujet qui avait été un peu oublié, la sécurité d'approvisionnement, un sujet qui est passé au deuxième rang. Comment dès lors
on peut rapidement changer la donne et essayer d'avoir une Europe peut-être pas souveraine, mais en tout cas autonome au plan stratégique, ou plus autonome en termes stratégiques en matière énergétique? Et deuxièmement, est-ce que de votre point de vue, cette agression ne fragilise pas aussi le pacte vert, le fameux Green Deal, qui avait été quand même le soubassement et l'ambition posée par la présidente en juillet 2020? Et donc, comment on articule ces trois éléments, sécurité d'approvisionnement, soutenabilité en termes de réchauffement de la planète et accessibilité, on voit dans tous les pays et pas qu'en France, une crise en termes de pouvoir d'achat et de capacité. Donc, comment on peut mettre tout ça en effet de système et penser l'Europe de l'énergie comme un vrai et beau chantier pour les années et sans doute la décennie qui s'ouvre? Vous savez, depuis que je suis commissaire européen, vous le disiez tout à l'heure, ça va faire bientôt 3 ans, on vit une crise après l'autre. Et donc on commence à dire entre nous qu'on est dans un système de permacrise. Je veux bien dire ce que ça veut dire. Euh, c'est vrai que l'une des crises auxquelles finalement on était confronté sans vouloir le voir, c'est le fait, et je voudrais faire répondre évidemment à votre question qui est essentielle avec ces trois volets. Mais je voudrais d'abord rappeler une chose. Le projet européen est un projet très important, fédérateur, et fait du reste des 27 qui ont choisi ce projet. Et ce que nous représentons, les 455 millions d'habitants européens qui vivent donc pour ce projet, dans ce projet. La première démocratie en taille du monde libre. Je mettrai, si vous le voulez bien, peut-être l'Inde à part, pour des raisons que vous comprendrez. On est 1,5 fois plus important que les États-Unis. Ça nous donne effectivement une force d'attractivité immense. Ça peut faire, du reste, craindre à ceux qui nous entourent cette force d'attractivité. Il faut donc qu'on sache évidemment les entretenir. Beaucoup de ceux qui nous entourent, du reste, ont vécu des moments de leur histoire où ils étaient des empires. Le projet européen n'est pas un projet impérial. Ce n'est pas un projet colonialiste. C'est un projet qui est basé sur l'état de droit. C'est un projet qui est bâti sur nos valeurs. C'est dans ce sens que nous sommes la première démocratie du monde libre. Ça nous donne encore une fois, je le dis, des devoirs, des obligations, et aussi de comprendre ce qui se passe autour de nous. Si on prend la Turquie a été un grand empire, l'Empire ottoman. Aujourd'hui, la Turquie n'est plus ce qu'elle était. Si on lit, si on veut lire ce qui se passe, autant qu'on puisse le faire, avec celui qui est au pouvoir, en Russie. La Russie a été évidemment un grand empire. La Russie aujourd'hui, c'est 143 millions d'habitants, le plus grand pays du monde, mais que 143 millions d'habitants, c'est-à-dire moins que la France et l'Allemagne réunies. Et on voit bien que, bien sûr, c'est difficile pour ce pays qui s'est vécu dans son histoire millénaire comme un grand empire, d'être aujourd'hui plus petit en taille démographique que la France et l'Allemagne. Alors qu'à ses portes, nous avons ce projet immense, ce projet fédérateur. Et du reste, c'est tellement vrai qu'on est naïf et dupe de rien, et certainement pas moi. Depuis que je suis commissaire, je vois à l'œuvre tous les jours toutes les tentatives de Vladimir Poutine et de ses affidés pour affaiblir, tant qu'il le peut, le projet européen. Alors on ne le disait peut-être pas aussi ouvertement, mais moi je l'ai vécu dans tous les domaines qui couvrent mon portefeuille. La cybersécurité, les attaques tous les jours, et on sait très bien d'où elles venaient. Bien avant, pour nous affaiblir, bien avant le drame de déclenchement de cette guerre sur notre continent. Pour la liberté des médias, enfin quoi. Tout le monde voyait le rôle de ces soi-disant médias. Je le dis soi-disant parce qu'ils étaient complètement à la main, évidemment, du Kremlin. On peut penser en particulier à Russia Today ou à Sputnik, qui étaient des agents d'influence. Mais aussi le rôle pour affaiblir nos démocraties. On a eu tous en mémoire ce qui s'est passé pour le Brexit, avec Cambridge Analytica, pour ne parler que de quelque chose. Le rôle aussi, certains l'ont dit, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, des proximités de certains partis politiques, avec directement le Kremlin. Tout ça, on l'a vu. Et je ne parle pas du hijacking, comme on dit en mauvais français, de satellites et autres. Donc, toutes ces tentatives, ces guerres hybrides, paroxysme a été du reste ce qui s'est passé avec l'utilisation tragique, scandaleuse, des migrants. Je me dis clairement,
des hommes et des femmes, utilisés comme quasiment armes de guerre. Enfin, on l'a vécu quand même, notamment en Biélorussie et dans les pays baltes. Donc tout ça, on le sait. Et maintenant, évidemment, il utilise toutes les dépendances que nous pouvons avoir pour affaiblir donc le projet européen et pour affaiblir l'Europe. Et notamment ces dépendances, et j'en viens donc maintenant effectivement à l'énergie, donc toutes les dépendances qu'il a, il va les utiliser comme arme de guerre. Donc moi, vous savez, dans ma capacité de commissaire au marché intérieur, qui est là pour défendre le marché intérieur et le protéger aussi, c'est aussi le plus grand marché, hein, donc on a des atouts énormes, mais il faut être conscient de la force que nous représentons. J'ai tout de suite dit, dès le 24, dès le 25 février, avec mes équipes, maintenant qu'on travaille à se découpler au maximum de toute nos dépendances. Et je fais la distinction entre les sanctions et le découplage. Les sanctions, elles sont très importantes. Elles sont importantes en particulier, notamment pour sanctionner les individus qui sont à l'origine de ces faits, voire de ces atrocités. Et c'est normal. Et elles continueront. Et elles seront de plus en plus dures, si jamais ça continue, bien entendu. Mais il y a aussi tout ce qui est découplage. Le fait qu'effectivement, si on dépend de la Russie, ben, il faut s'exonérer de ses dépendances. Et on l'a fait en particulier, comme vous le savez, donc, pour le charbon. On le fait maintenant pour le fuel. Ça va commencer le 5 décembre. Par parenthèse, certains disent que c'est parce qu'on a mis des sanctions sur le fuel que le fuel a augmenté. Les sanctions n'ont pas commencé, donc il faut juste qu'ils s'informent un tout petit peu. Je ne viserai personne, mais ils se reconnaîtront, en particulier en France. Certains disent aussi que c'est parce qu'on a mis des sanctions sur le gaz que le gaz a augmenté. C'est les mêmes du reste. Il y a 0 sanction sur le gaz. En revanche, il utilise la dépendance du gaz comme une arme. Donc, on est maintenant, effectivement, en train de se découpler. Alors, l'augmentation du prix de l'énergie avait démarré avant la guerre, il faut être très honnête, et elle avait démarré en particulier lors de la reprise donc, économique à la suite de la crise du Covid, très forte demande, tension, et on sait qu'on rentre au fond dans la guerre et, en Ukraine avec déjà une augmentation très significative des prix de l'énergie compte tenu de la demande. Maintenant, il s'agit d'autre chose, on est en train de le traiter, et je voudrais donc y revenir sur les différents aspects que vous avez évoqués. Il y a d'abord l'urgence de l'instant. L'urgence de l'instant, c'était donc de se découpler totalement des dépendances russes. On sait que certains États membres, je ne les critique pas, c'est un constat, l'Europe est comme elle est, et mon rôle c'est de prendre la situation telle qu'elle est et de faire avancer ensemble. Chacun apportant sa part de responsabilité et de solidarité. L'Allemagne avait choisi, comme on le sait, à partir de 2011 de s'extraire totalement du nucléaire, ou quasi totalement, a fait le choix d'une dépendance très forte au gaz russe. C'était son choix. Je ne critique pas, les États membres sont libres et souverains de leur mix énergétique. Il faut maintenant, j'allais dire, réparer cette situation que le contexte géopolitique ne permet plus de satisfaire. C'est une évidence. L'Italie était aussi un peu dans cette situation. Donc, la première décision que nous avons prise, c'est d'accompagner tous les États membres. On a travaillé donc avec mes équipes sur un plan majeur de substitution à la dépendance du gaz russe. On a importé 155 milliards de mètres cubes par an de gaz russe. C'était 40% de nos importations. On a réussi, c'est tout à fait exceptionnel. Tout le monde nous disait, je me souviens, le patron de Total nous disant c'est impossible. On sait que Total joue un rôle important, notamment sur les gisements de Sibérie. C'est absolument impossible, ce sera impossible. Eh bien si, ça a été possible. Et on a réussi à nous découpler de la dépendance du gaz russe en quelques mois. Travail énorme notamment avec un accroissement très significatif du gaz naturel liquéfié. Alors c'est vrai, auprès du Qatar, c'est vrai aussi auprès des États-Unis. C'est vrai que c'est du gaz de schiste principalement, mais on est à plus de 50 milliards de mètres cubes qui sont apportés maintenant, et on va monter sans doute à 65 milliards, donc on a réussi une transition très rapide. C'est vrai aussi en accroissant toutes les livraisons qui pouvaient provenir d'autres pays, d'autres gazoducs, et on le sait notamment à l'est et au sud de l'Europe. Donc tout ça fait qu'on a vraiment réussi maintenant on sait qu'on va pouvoir passer l'hiver parce que
l'énergie sera là. Alors on a augmenté aussi sensiblement tout ce qu'on pouvait faire en énergie renouvelable, c'est très important, les pompes à chaleur. Il y a aussi tout ce qui concerne un peu plus de sobriété. Il faut évidemment qu'on soit un peu plus sobre dans notre consommation, 10 à 15%. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. D'abord, pour chacun d'entre nous. C'est bien parce que ça nous habitue effectivement à traiter l'énergie comme une ressource rare et à laquelle il faut faire attention. Et ça va me permettre de faire la transition avec la deuxième question sur le Green Deal. Mais on l'a fait aussi en isolant plus les bâtiments. Enfin, on a plein. On a une quinzaine de chantiers, un nombre très important qu'on a déroulé, et ça, pays par pays. Et je dois dire que c'est quand même un succès extraordinaire que de nous dire on va pouvoir le faire. Et ce découplage était très important parce qu'il y a cette guerre et qu'il faut en tirer les conséquences sans naïveté et avec une très grande réactivité. Deuxième volet, c'est évidemment que tout ça, c'est fait avec une augmentation très significative des coûts de l'énergie. Et là, évidemment, il y a tout ce qui concerne nos concitoyens européens, et c'est très important de pouvoir faire en sorte de les aider à passer cette période. Alors, on est en plus dans une période d'inflation, on le sait, dans certains pays, du reste, d'hyperinflation, il faut appeler les choses par leur nom, et donc il faut absolument accompagner cette période. C'est vrai que là aussi, la période inflationniste avait un peu démarré, évidemment, avant, mais c'est vrai qu'elle a été largement accélérée par l'augmentation des coûts de l'énergie, en particulier en Europe. C'est moins le cas aux États-Unis, avec la boucle salaire qui commence du reste à s'enclencher aux États-Unis et qui va sans doute s'enclencher aussi en Europe. Donc une inflation qui va devenir sans doute un peu plus structurel et peut-être sur un peu plus long terme. On voit les prévisions qui commencent à sortir effectivement pour l'année prochaine. Donc, il faut pouvoir accompagner, ça c'est le rôle des États membres, d'accompagner vraiment au maximum tous ceux qui sont victimes de ces augmentations du coût de la vie dans tous les domaines. Et vous proposez un grand emprunt. Alors, on va y revenir. C'est plutôt, on va y revenir. C'est sur Je vais y revenir pour après. Ça, c'est le côté particulier. Les États membres ont fait. En France, par exemple, on a mis ce bouclier qui a été quand même très efficace, puisque la France est le pays qui maîtrise le mieux son inflation grâce à ça, bien entendu. Et je crois que c'était une très bonne chose de le faire, parce que même si, évidemment, c'est de la dette, et je ne suis pas de ceux qui aiment la dette, mais là, on est vraiment dans un cas extrêmement particulier. Il faut passer, comme vous disiez, quelques mois, il faut passer cette transition, et il faut le faire de façon très volontariste. Je crois que le gouvernement français a raison de le faire, et on incite les autres États à le faire. Et je vais revenir du reste sur l'aspect, effectivement, capacité à pouvoir le faire. Il y a maintenant, évidemment, le côté des entreprises, qui est un autre sujet, qui est effectivement que pour beaucoup d'entreprises, le coût de l'énergie, qui était considéré auparavant finalement comme un coût secondaire, et on peut penser à l'Allemagne notamment, le modèle économique de l'Allemagne, c'était une énergie extrêmement abondante, pas chère, prévisible, et donc finalement, entre autres, des coûts de production qui intégraient finalement cette capacité à long terme d'avoir pu se débarrasser, entre guillemets, du nucléaire, qui était une énergie abondante et pas chère aussi, au gaz, avec la certitude que Vladimir Poutine tiendrait ses engagements ad vitam. On voit ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, il faut maintenant, pour toutes ces entreprises, je parle en particulier des entreprises allemandes, qui sont très concernées, mais pas que, évidemment, dans tous les pays d'Europe, pardon, il y a des entreprises, on peut penser aux aciéries, on peut penser à l'aluminium, on peut penser au papier, on peut penser évidemment au verre, on peut penser à la chimie, on peut penser ce qui concerne le bâtiment, enfin, des secteurs entiers qui sont très impactés désormais par des augmentations très significatives du prix de l'électricité ou du prix du gaz et du prix de l'énergie en général, et donc qu'il faut impérativement accompagner pour passer cette crise. Parce que si on ne les accompagne pas, et là c'est le commissaire au marché intérieur qui parle, je suis responsable de l'intégrité du marché intérieur, de son bon fonctionnement, mais aussi d'éviter sa fragmentation. Ce qui fait la force du marché intérieur, c'est la libre circulation des produits, des matériaux, des femmes et des hommes, bien sûr, des services. Mais si jamais vous avez des endroits où on a un avantage compétitif très important, par exemple en matière de production de coûts d'énergie par rapport à l'autre, on sait qu'on peut avoir à ce moment-là des distorsions, peut-être même des distorsions de concurrence, si jamais ce sont les États qui interviennent, donc il faut surveiller tout ça dans l'intérêt, encore une fois, du marché intérieur, et puis avoir la capacité à tous de le faire. Et j'en viens donc sur votre point, puis après ça on parlera du Green Deal. Parce que là on est dans la transition. Et donc j'en viens sur le point que vous venez de rappeler à l'instant. J'ai effectivement pensé qu'il était très important
d'interpeller aujourd'hui, dans ma qualité, encore une fois, tout simplement de commissaire au marché intérieur, donc les États membres, pour leur dire attention, beaucoup d'entreprises de votre secteur, ils le savent, de différents secteurs qui sont sur vos territoires, commencent à être très impactés potentiellement par les coûts de production, les coûts de production qui sont impactés par les coûts de l'énergie. Certaines sont obligées de mettre en arrêt tout ou partie de leur activité. Certaines vont peut-être prendre des décisions, notamment à un moment où on prépare les budgets, c'est en ce moment, de dire bah, finalement je vais arrêter telle chaîne de production, puis je vais aller la déplacer, voire la délocaliser ailleurs, alors qu'on est plutôt dans une phase où on veut relocaliser l'industrie en Europe, parce que on aura des coûts d'énergie qui seront beaucoup moins chers, parce que d'autres continents, je pense en particulier aux États-Unis, qui viennent de faire un Inflation Reduction Act, où ils attirent effectivement toutes les entreprises industrielles qui travaillent dans le domaine des énergies renouvelables, ils leur font des subventions, ils leur proposent des subventions très significatives. Donc, on peut s'interroger du reste sur la compatibilité avec les règles de l'OMC, mais c'est un autre sujet. Je dénonce du reste ceci. Donc, il faut qu'on en discute avec nos amis américains. Donc, on a effectivement un risque aujourd'hui potentiel de fermeture, voire de délocalisation de tout ou partie de certains secteurs. Donc, il faut pouvoir accompagner ce moment. Donc, c'est un autre sujet, mais qui est complémentaire, si vous voulez. Alors l'Allemagne a indiqué, moi je trouve que c'est une bonne chose, qu'ils allaient mettre sur la table un montant très significatif pour faire face à ces deux aspects des choses que je viens d'évoquer. Le second, évidemment, est extrêmement important parce que derrière, c'est aussi des pans entiers qui pourraient éventuellement disparaître, avec évidemment les conséquences sur l'emploi, mais aussi sur les chaînes de valeur. Toutes nos chaînes de valeur sont de plus en plus intégrées, c'est une très bonne chose en Europe. Donc si une partie de l'activité cesse, ça peut bloquer les autres. Donc je trouve que c'est une bonne chose, et je m'en réjouis, mais encore faut-il que tout le monde puisse avoir accès au même niveau de pouvoir le faire. Je m'explique. Aucun pays, l'Allemagne le premier, n'a le premier euro vaillant pour faire face à cette crise. Tous les pays, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Danemark, le Luxembourg, vont devoir emprunter pour faire face précisément à ce choc. C'est un choc symétrique, mais qui nécessite des réponses symétriques. C'est ça, la magie du marché intérieur. Sans ça, c'est la fragmentation. Et donc, ce que nous avons dit avec Paolo Gentiloni, c'est que, toutes choses étant égales par ailleurs, un peu comme au moment de la crise du Covid, certains secteurs commençaient à se fermer de façon administrative, pour des raisons sanitaires, et donc il fallait compenser ces fermetures, il fallait que tout le monde puisse avoir la même capacité de le faire, pour maintenir encore une fois une unité, ce qu'on appelle dans notre jargon un level playing field, c'est-à-dire avoir le même jeu, je dirais, de règles partout en Europe, et maintenir le marché intérieur tel qu'il doit être maintenu. Donc la seule chose que nous avons dite, et je crois que c'est très important, c'est qu'il faut peut-être réfléchir, non pas à un endettement commun, mais comme on avait appelé ça cet instrument SURE, c'est un instrument qui avait été proposé et qui avait été très efficace par la Commission, pour que les États membres qui n'avaient pas, je dirais, la profondeur budgétaire pour pouvoir le faire, puissent emprunter sur le marché, c'est eux qui empruntaient, ce n'était pas la Commission, donc à des taux qui étaient comparables, de toute façon, il n'y a pas de discrimination d'un pays par rapport à l'autre, en fonction de leurs besoins, pour répondre à l'accompagnement du chômage partiel, qui était la conséquence de la fermeture administrative qui avait été demandée, à juste titre, par les États membres pendant la crise du Covid. Donc là, on est un peu dans un même cas de figure. Certains ont des capacités financières de le faire parce que finalement, ils ont un endettement moins élevé que d'autres, et donc ils peuvent emprunter plus facilement sur les marchés à des taux préférentiels. On a vu tout à l'heure que peut-être que c'est aussi parce qu'ils n'ont pas contribué à leur juste part de contribution en tant qu'Européens au bon fonctionnement du bien commun européen, mais c'est un autre sujet. Donc il faut mettre ça de côté et dire, mais voilà, pas uniquement dire, ben moi j'ai été vertueux, donc je peux faire avant les autres, parce que si on commence à discuter de ce qu'est la vertu, on n'adresse pas le problème. Donc ne mettons pas ça, parce qu'on peut en discuter, mais ce ne sera peut-être pas l'intérêt de tout le monde. Donc on propose cet instrument, et je pense que c'est quelque chose qui répondra à la question. Puis vient la troisième, et ça c'est pour passer cette période de transition. Vient le troisième aspect de votre question. C'est évidemment, tout ceci s'inscrit dans une transition majeure énergétique de notre continent, des 27, puisque nous avons décidé, et ça a été acté par les co-législateurs, le Parlement et le Conseil, donc qu'en 2050, on serait un continent totalement décarboné. C'est un enjeu absolument majeur, il est essentiel pour la planète, il est essentiel pour nous tous. Bien sûr, on n'a pas vocation à faire la leçon au monde entier.
On est certes la première démocratie au monde libre, je le disais tout à l'heure, mais à 455 millions d'habitants en Europe, sur une Europe de 8,5 milliards d'habitants, on est quand même, ça doit nous rendre modestes. Ça doit nous rendre modestes. Donc, on fait ça parce qu'on pense que c'est nécessaire. On va développer des technologies qu'on pourra du reste exporter après et aider les autres aussi à aller dans cette transformation qui est essentielle pour notre planète. Donc là, cette transition, elle est engagée. Mais le problème, c'est que si on la regarde attentivement, c'est un sujet sur lequel je travaille, moi, avec mes équipes maintenant, de façon très approfondie, et je pense que c'est très nécessaire. Au fond, 2050, continent décarboné, ça veut dire, je vais le dire de façon assez simple, essentiellement continent électrique. Parce que ça veut dire qu'essentiellement, on va être un continent majoritairement, très majoritairement électrique. Ça veut donc dire que, même si on parle l'hydrogène, c'est jamais qu'un transport d'électrons, alors, en très grande majorité. Hein, on met des électrolyseurs, il faut mettre beaucoup d'énergie électrique pour les électrolyseurs. À ce moment-là, on sépare H2 et O, il reste H2, l'hydrogène. Et puis après ça, quand on recompose avec le O, on libère des électrons un peu plus tard, et donc ça peut refaire marcher les moteurs électriques. C'est donc essentiellement aujourd'hui un transport d'électrons, un peu comme peut l'être un câble électrique, toutes choses étant égales par ailleurs, mais je ne veux pas trop rentrer dans ces détails, mais juste pour dire qu'on est essentiellement, quoi qu'il arrive, un continent qui va devenir très majoritairement électrique. Donc la question qu'il faut qu'on se pose, elle est triple. 2050, ça veut dire comment on produit l'électricité pour qu'il y en ait vraiment partout, comment on la distribue. On a un continent solidaire, on a déjà 11 pays qui sont interconnectés, c'est très bien, mais il faut évidemment accroître cette interconnexion partout. Avoir les infrastructures. Je prends un exemple des pays qui étaient essentiellement dépendants du gaz, on parlait de l'Allemagne. Ils ont des infrastructures électriques qu'il va falloir complètement revoir. Elles ne sont pas assez adaptées, précisément, à cette transformation. C'est gigantesque, ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai partout. L'interconnexion va devenir essentielle. Et puis ce qu'on appelle dans le jargon, pardon de cet anglicisme, le grid management, c'est-à-dire la gestion, encore une fois, de la demande et de la puissance, de ce fameux pic dont on parle beaucoup à juste titre, parce que c'est ça qui provoque évidemment les ruptures de charge et donc la nécessité d'intégrer très très vite de l'électricité dans le réseau pour faire face aux demandes spécifiques, notamment lorsque nos concitoyens rentrent le soir ou se réveillent le matin. Bon, et là, évidemment, il faut gérer ce qu'on appelle le grid management, donc sur l'ensemble de l'Europe. C'est un sujet absolument essentiel. Donc, on est en train de faire ce travail. Ça veut dire quel type d'infrastructure, ça veut dire quel coût derrière, parce que c'est des coûts absolument considérables. Mais il faut qu'on en parle. Quel mode de financement, public et privé, et donc derrière, peut-être aussi quelle nouvelle régulation adaptée à cet objectif, qui est un objectif évidemment qui va servir le client final, il faut qu'il soit bien servi, mais qui doit aussi financer l'ensemble de ces infrastructures, publiques, privées. Et donc, c'est tout ce travail qui est en train d'être fait, j'espère qu'il sera proposé au début de l'année prochaine, donc on donne 2-3 mois pour le faire, et qui devrait nous permettre de revoir ce que tout le monde appelle de ses voeux aujourd'hui, notamment une nouvelle régulation peut-être de l'électricité. On dit aujourd'hui que son prix est corrélé au gaz, c'est vrai, parce que ça avait été voulu, je le rappelle du reste, en 2011 par l'ensemble des États membres. C'est les États membres qui l'ont voulu, parce que c'était sans doute une bonne chose, ça nous a permis effectivement d'accroître l'interconnexion, de développer les énergies renouvelables. Et derrière, évidemment, on va parler évidemment des énergies renouvelables, on va parler du solaire, on va parler de l'offshore, et en particulier de tout ce qui est énergie éolienne offshore. On va parler bien sûr du nucléaire. On ne peut pas atteindre cet objectif sans le nucléaire. Hein. Ça sera en gros une vingtaine de % de notre capacité. C'est aussi très important pour avoir la continuité en permanence, quel que soit, on sait que l'énergie... Stabilité du réseau. La stabilité du réseau, on sait que les énergies renouvelables sont, par définition, elles sont moins garanties dans leur continuité, elles sont très importantes, elles vont avoir un apport gigantesque, mais donc le nucléaire va jouer aussi un rôle, et comme vous le savez, je suis à la commission, celui qui porte cette voie, parce que on ne peut juste pas faire sans, et donc ça veut dire aussi accroître l'intérêt de la filière, son attractivité, dire aux jeunes que c'est des métiers d'avenir, travailler aussi avec les scientifiques pour avoir du nucléaire qui soit beaucoup plus propre, peut-être même aussi aller vers la fusion, et un jour la fusion contrôlée. Donc il faut redonner effectivement au nucléaire, je dirais, sa place, pas que, mais partie, peut-être aussi avec des plus petits réacteurs, des SMR, donc tout ça est sur la table.
Merci beaucoup. Oui, monsieur le commissaire, toujours sur la politique énergétique, quand la crise de la Covid-19 est apparue, certains ont évoqué un moment hamiltonien quand il y a eu le plan de financement européen. Est-ce qu'en matière énergétique, on n'est pas sur un moment hamiltonien qui pourrait amener à revoir les compétences, le fameux article 194, où on dit à la fois l'Union est compétente en matière de sécurité d'approvisionnement, d'interconnexion, et en même temps un article 2 qui dit bah, c'est les États qui définissent le mix. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un pas, et vous rappeliez l'importance des infrastructures, bien avant la signature du traité CECA, la première union, c'est l'Union pour la coordination de la production et du transport de l'électricité, c'est février 51. Donc les électriciens ont été pionniers de cette Europe de l'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas... On a eu Euratom aussi. Et on a eu Euratom en 57 avec le même jour que la signature du traité Exactement. CE à Rome. Et donc, et où Français et Allemands d'ailleurs sur Euratom s'étaient réunis et le chancelier Adenauer a été promoteur de l'atome jusque dans les années 62-63. Est-ce qu'on ne vit pas dans un moment particulier politique où on pourrait rêver, au-delà de la concurrence de l'agriculture et de la politique commerciale, qu'il y ait des compétences nouvelles et que l'Europe se saisisse de ce moment critique, formule de Jean Monnet sur la crise qui détermine des moments où l'Europe elle peut rebondir et reprendre tout le sens de l'action commune et collective. Donc voilà, quel est votre sentiment sur les marges de manœuvre par rapport, c'est vrai, à sans doute des points de vue nationaux qui ne sont pas complètement homogènes et similaires, pour reprendre. D'abord, c'est notre histoire. Donc, on part de cette histoire et ça revient à ce que je vous disais au début. C'est notre gouvernance. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter en sachant que nous sommes, nous, les commissaires et la commission, une institution qui est une institution politique. Nous ne sommes pas des bureaucrates. Je ne mets pas de qualificatif péjoratif derrière ce terme. On dit souvent, vu des États membres, Bruxelles, c'est bureaucrate. Non. La Commission européenne est une institution politique. Les commissaires sont des femmes et des hommes politiques, et qui font donc de la politique. Bien sûr, nous avons des directions. Et moi, j'en ai 3. Je crois que c'est assez inédit du reste dans l'histoire de la Commission. Généralement, on en a 0, une peut-être, des fois 2. Et là, le hasard de la vie a fait que, lorsque je suis arrivé, le commissaire qui devait arriver en avait 3. Bon. Et il faut donc se comporter comme ça. Et ça veut donc dire, gouvernance, respecter évidemment les traités et l'esprit. Maintenant, les traités, tout en respectant le cadre et l'esprit des traités, donnent aussi un peu de souplesse. On l'a vu précisément, vous avez raison de le rappeler, lors de la crise majeure du Covid, totalement inédite. Un continent totalement à l'arrêt, mis sous cloche. Et une nécessité de maintenir le savoir-faire, les équipes, les infrastructures, alors que tout était à l'arrêt. Vous savez, dans cette période, j'étais très très actif puisqu'on m'a confié la responsabilité des vaccins, ce qui n'était pas une mince affaire. Mais on l'a fait. C'était exceptionnel. On rentre dans cette crise. L'Europe, on disait, c'est incroyable, il n'y a plus d'une usine pour fabriquer des vaccins. 6 mois après, on est devenu le premier fabricant au monde de vaccins pour le Covid et le premier exportateur mondial. On était les premiers à s'en sortir. Donc, comme quoi, rien n'est impossible, mais c'est vrai qu'on a mis la solidarité en place. Je me déplaçais tous les jours dans un pays membre par rapport à un autre. J'avais l'impression de vivre dans un continent à l'arrêt. Vous alliez à Rome, pas une voiture, personne. Vous alliez à Tallinn, vide. Vous alliez à Varsovie, rien. Paris, c'est un souvenir fort. Et de ce souvenir, finalement, il y a la nécessité de se dire, c'est ensemble qu'on va s'en sortir, y compris en sortant peut-être des sentiers battus, et ça a été notamment le fameux Next Generation EU. À l'époque, du reste, avec Paolo Gentiloni, on avait déjà tiré un peu avant la sonnette d'alarme sur la nécessité de réfléchir, de sortir un peu des sentiers battus pour répondre, là encore, collectivement et de façon uniforme et solidaire à cette situation. Il faut bien le dire comme elles sont. Cette proposition a été vraiment, a pu voir le jour grâce au soutien sans faille du président de la République Emmanuel Macron et de la chancelière à l'époque, évidemment, Angela Merkel, qui ont donné, je dirais, tout leur leadership politique pour finalement convaincre tout le monde, y compris ceux qui étaient les plus réticents. On peut penser en particulier à nos fameux frugaux, que c'était l'intérêt général que de le faire. Et ils l'ont tous fait, et il faut leur rendre hommage pour cela. Et donc, effectivement, on a dit à ce moment-là, c'est peut-être un peu un moment hamiltonien, au sens où Hamilton, lorsqu'il était secrétaire au Trésor, a été le premier qui a
justement fédérer la dette des États. C'était effectivement une grande première qui a joué un rôle très important, du reste, dans la Constitution des États-Unis d'Amérique. Bon, alors je trouve cette comparaison est un peu hardie, mais c'est vrai que c'était vraiment quelque chose qui n'aurait pas pu être envisagé, un endettement commun au niveau européen pour bénéficier à tous quelques années plus tôt, c'est une évidence que de le dire. Ce qui démontre donc bien que l'Europe a démontré sa capacité à réagir. D'abord, pour devenir, entre guillemets, la pharmacie du monde pour régler le problème du Covid. Je rappelle que les Américains n'exportaient rien, y compris du reste nos propres composants qui nous appartenaient, qui étaient fabriqués dans nos usines aux États-Unis. Il a fallu que je me gendarme un petit peu et qu'on crée un instrument de réciprocité pour dire que si vous ne nous exportez pas ce qui nous est dû, ils avaient mis un blocage. C'était quasiment un executive order, on appelle un DPR, on appelle ça, en disant que tant que l'immunité collective ne serait pas atteinte aux États-Unis, il n'y aurait pas un composant qui sortirait. Ce n'était pas l'administration Trump, c'était l'administration Biden. Donc, j'ai dû demander à mes collègues de faire la même chose. On a eu une discussion au collège, on a placé cet instrument de réciprocité. Et lorsque j'ai dit à mon homologue américain avec qui j'avais des rencontres par système de vidéo sécurisé pratiquement toutes les semaines, écoute, je suis désolé, mais tu me demandes des substances actives, mais non, parce que je ne peux pas te le faire, tu me bloques les miennes. Et à ce moment-là, le rapport de force a fonctionné, et nous sommes redevenus les meilleurs amis du monde que nous n'aurions jamais dû cesser d'être. Ce qui démontre donc bien que cette logique de rapport de force dans laquelle nous sommes, y compris avec vos meilleurs alliés, c'est le monde tel qu'il est. Ça ne met absolument pas en cause nos alliances, ni leur force, mais il faut souvent rappeler que pour être un bon allié, il faut avoir de la force soi-même. Sans ça, on est un vassal. Et donc, en ce qui concerne ces moments hamiltoniens auxquels vous faites référence, donc d'abord, c'est vrai qu'on a commencé à acheter ensemble, et la santé, c'était la prérogative des États, comme vous le savez. Eh bien, on a acheté ensemble, et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné incroyablement pour nos concitoyens européens, mais aussi, contrairement à ce que font les Américains, nous avons, nous, décidé de garder la moitié de la production européenne pour nous, et d'exporter la moitié pour vacciner le reste du monde, parce qu'ils n'avaient pas accès au vaccin. On a vacciné plus de 120 pays. Les Américains, zéro. Et après, ils ont commencé à s'ouvrir. Et je disais du reste à mon homologue, écoute, faites un effort, parce que c'est nous qui faisons quand même tout le travail, hein, y compris pour tous les pays de l'OTAN. C'est nous qui l'avons fait. C'est pas les États-Unis. Bon. Les choses se sont ouvertes après, c'est bien. Mais au fond, on est la première démocratie du monde. Il faut le savoir. Ça nous donne des obligations. Il faut les assumer. Et c'est parce que nous sommes ce que nous sommes, qu'effectivement, il faut qu'on se rende compte que la force qui est la nôtre, c'est la solidarité. Elle provient de quoi, cette force, dans les exemples que je viens de vous citer? Le fait qu'on a travaillé de façon solidaire et unie. Et au fond, il y a un triptyque qui me semble caractériser désormais la façon dont l'institution fonctionne, doit fonctionner et fonctionneront. Le leadership, la solidarité et l'unité. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'on reprend des parts de souveraineté aux États. Mais on voit qu'en les mettant ensemble, on en a parlé pour la défense, acheter ensemble, ça ne veut pas dire je vais désengager un peu de ma souveraineté, ça veut dire accroître ma capacité d'interopérabilité et de force parce que j'achète ensemble. Bien pour l'énergie, c'est pareil. Acheter ensemble, on a proposé cet instrument aujourd'hui aux États membres. Il faut l'utiliser. Acheter ensemble, aujourd'hui évidemment, c'est du gaz, mais demain ce sera l'électricité. Donc comment on travaille ensemble, ça ne veut pas dire encore une fois revoir le mix énergétique, mais par définition, puisque chaque État membre a voté pour le Green Deal dans le cadre du Conseil. C'est désormais notre projet commun et notre destinée commune. Ça veut dire qu'évidemment, les États membres vont devoir revoir leur mix énergétique au regard de cette transition et du Green Deal et de l'horizon 2050. De l'objectif 2050, plutôt. Et donc, il faut que ces mix énergétiques soient revus. Mais on voit bien qu'il faut qu'ils soient revus ensemble, par interconnexion, pour que ça fonctionne. Donc oui, progressivement, le fait d'avoir des objectifs en commun, très structurants pour nous défendre contre une pandémie mondiale, structurants pour nous défendre contre un risque de fragmentation du marché, structurants pour répondre à l'objectif du Green Deal, bien oui, bien sûr. On se rend compte que la solidarité et l'unité nous permet d'aller plus vite et plus loin, et que du reste, sans solidarité et l'unité, on ne pourra pas atteindre nos objectifs. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, me semble-t-il. Merci beaucoup.
Monsieur le commissaire, vous avez porté 2 législations majeures là, ces derniers mois et ces dernières années, le Digital Market Act et le Digital Service Act, qui ont été adoptés, je crois, en session plénière du Parlement européen le 5 juillet dernier. Est-ce que vous pourriez à la fois revenir sur l'importance capitale de ces 2 textes qui souvent ont été cités, mais dont le contenu a peut-être pas été maîtrisé par toutes et tous, et puis aussi sur la question de la mise en application de ces 2 textes, notamment dans le courant de l'année 2023, puisqu'ils vont rentrer dans le mode opérationnel, donc avec le fonctionnement des grandes directions générales de cette maison voilà, pour les mettre en œuvre. Alors, d'abord, l'organisation, je vais l'appeler comme ça, de notre espace informationnel est un sujet sur lequel je réfléchis depuis de très nombreuses années, j'allais dire des décennies. J'ai écrit dans ma jeunesse un certain nombre de livres sur l'espace informationnel, sur la dimension physique qui est la dimension informationnelle. Et donc, c'est des sujets que je porte en moi. D'abord, je suis ingénieur de formation et avec ingénieur informaticien. Donc, c'est des sujets que j'ai appréhendés très vite et pour lesquels je me suis un peu, je vais vous le dire simplement, passionné. Ensuite, par rapport aux responsabilités que j'ai exercées dans des entreprises qui travaillaient dans ces domaines. Le cas de Thomson, c'était évidemment le cas de France Télécom, c'était évidemment le cas d'Atos. Et donc, j'ai énormément été confronté à cette nécessité d'avoir une organisation de notre espace informationnel, qui est un espace, et nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos lecteurs vont se retrouver, un espace dans lequel on passe beaucoup de temps. Et au fond, là encore, pour les analogies, pour bien comprendre, j'ai pris cette analogie assez simple, mais qui, en tout cas, m'a aidé dans ce travail. Avant que je sois commissaire, et puis le hasard de la vie a fait que j'ai été celui qui a été chargé par la présidente de la commission de mettre en œuvre très vite cette nouvelle organisation de notre espace informationnel. Au fond, l'activité humaine, pardon de faire ce petit retour extrêmement rapide, et vous me pardonnerez de le faire si rapidement, et donc il sera très simplifié, s'est déroulé évidemment sur la Terre. Hein. Donc, on a organisé cette activité, et c'est parce qu'on on exploitait des parties de notre territoire qu'on créait des richesses, que ce soit minière, agriculture. Puis après ça, il a fallu protéger la propriété. Il y a des conflits, on allait prendre telle ou telle partie parce qu'elle était soit un grenier de l'Europe, soit parce qu'elle était elle abritait des ressources minières considérables, des infrastructures. Bon. Enfin, on a organisé, ça a pris des millénaires. Il y a eu ensuite l'espace maritime, évidemment. On a commencé à le conquérir. Au début, c'était un peu le monde des pirates. Il n'y avait pas d'organisation. On faisait un peu, c'était le premier qui arrivait, qui prenait et qui s'installait. Du reste, en faisant fi de ce qui pouvait exister auparavant. Puis on a progressivement organisé aussi cet espace maritime, le droit de la mer et tout ce qui va autour. C'est important. Et après ça, il y a eu l'espace aérien. Voilà aussi, on faisait ce qu'on voulait, puis au fur et à mesure, ça s'est développé, il a fallu s'organiser, se contrôler, pour des raisons de sécurité, mais pas que. Voilà. Donc ces 3 espaces, ils ont quand même quelque part fondé, je dirais, progressivement l'activité humaine, économique, sociale aussi, démocratique, au cours des siècles, voire des millénaires. Et puis voilà qu'il y a un nouvel espace qui émerge, et dont on prend conscience d'un seul coup. C'est l'espace informationnel. Alors au début, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, on communique. Les opérateurs de télécommunications dont j'ai été, ils disent bah, ça m'appartient, c'est le réseau. Hein, c'est le réseau. Bon, puis après ça, on se rend compte qu'on fait passer beaucoup d'autres choses. Et puis après ça, il y a de l'information. Puis après ça, il y a Internet. Et puis après ça, après ça, il y a des vies complètes qui se créent dedans. Des espaces complets, des univers. Et je ne parle pas encore du métaverse. Et là, on se rend compte que ce Far West auquel je faisais référence, d'abord dans des temps éloignés pour la conquête de nouveaux territoires, plus à l'ouest, et puis maritime, pour l'espace, on le vivait dans l'espace informationnel. En d'autres termes, nos enfants en particulier, mais beaucoup d'entre nous aussi, on l'a vu pendant le confinement, c'est là où on s'en est rendu compte, de façon très forte, mais enfin, on le savait déjà, passer 30, 40, 45%, 50% de leur temps dans cet espace informationnel. Mais alors, avec quelles règles de droit? Comment cet espace était régi? On avait le sentiment qu'il n'y en avait pas. En d'autres termes, qu'au fond, il y avait le monde physique, où on était contraint, notre culture, notre héritage, la vie ensemble, la démocratie, les règles, on peut faire des choses, il y a des choses qu'on ne peut pas faire.
On n'a pas le droit d'insulter quelqu'un dans la rue. On n'a pas le droit de traiter, de proférer des propos qui vont à l'encontre du droit, racistes, homophobes. On n'a pas le droit d'harceler. Voilà. Ah, mais dans l'espace informationnel, là, j'ai tous les droits. Et donc, on était dans cette zone de non-droit. On appelait à un moment un peu cette zone de Far West. Et donc, tout le monde le voyait bien, sans compter qu'on ne savait pas ce que nos enfants faisaient et quelles rencontres ils pouvaient faire. Alors que quand on essaie quand même de surveiller ce qu'ils font plus ou plus loin, quand ils vont à l'école, là, non, rien. On faisait ce qu'on voulait. Donc, on s'est dit qu'il fallait commencer à organiser, et donc quelque part réguler, cet espace informationnel, et tout simplement avec un thème très simple. Dire que tout ce qui est autorisé, au fond, dans l'espace physique, et qui a mis des siècles pour fonder notre vivre ensemble, bien soit autorisé aussi dans l'espace numérique, informationnel, mais qu'à contrario, tout ce qui est interdit, parce que c'est nos règles de droit, soit aussi interdit dans l'espace numérique informationnel. Et c'est ça ce qui a bâti, donc, je dirais, l'architecture du texte qu'avec mes équipes j'ai proposé aux co-législateurs. C'est ce qui s'appelle le DSA. Et puis, il y a le deuxième volet, et on sait qu'évidemment, quels sont les grands acteurs dans ce domaine? C'est plutôt les grandes plateformes, alors beaucoup américaines, mais pas que, et donc, dont on avait le sentiment qu'elles bénéficiaient effectivement de non-règles, au fond, et que les règles qui étaient dans cet espace, c'était elles qui les imposaient. Souvent, du reste, pour des raisons mercantiles, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis, il y avait aussi le comportement, ensuite, des acteurs économiques eux-mêmes, prédateurs, sans règles de droit. On a des règles, notamment des règles de concurrence, de comportement, contre les cartels, contre les monopoles, qui existent et qui fondent, encore une fois, la vie économique et la bonne régulation de la vie économique, la libre concurrence dans l'espace physique. Mais alors là, dans l'espace numérique, on faisait n'importe quoi. On allait voler les données qui ne vous appartenaient pas, parce que c'était les données qui étaient la richesse. Les PME disaient, bah tiens, je vais vendre mes produits sur la plateforme, et puis la plateforme disait, bah tiens, les données de tes clients, ça m'intéresse, je les prends pour moi, puis je vais vendre un produit concurrent. Mais enfin, on était où, là? On était dans le Far West aussi. Donc il a fallu mettre des règles économiques. Et c'est dans le DMA, Digital Market Act, que nous avons bâti. Et donc, pour faire simple, si vous voulez, ces deux textes, l'un organise, réglemente la vie en société, et au fond donne les responsabilités aux grandes plateformes, qui est désormais, si elles veulent rentrer sur le marché intérieur, là aussi, voyez-vous, le marché européen est le premier marché numérique du monde libre. Parce que le marché numérique, c'est quoi? C'est les consommateurs. Ce qu'on appelle dans notre jargon des ice balls, c'est-à-dire, voilà, ben on est une fois plus important que les États-Unis. On comprend que les plus grandes plateformes veulent venir en Europe. Ça intéresse à l'Europe. Ben, c'est normal que ça les intéresse. Mais comme je dis à mes homologues américaines, ou américains, je dis américaines parce que c'est essentiellement Gina Raimondo qui est à la charge de ça, qui est à la tête de ça. Et Gina, je comprends très bien que les entreprises américaines veulent venir, elles sont les bienvenues. On est un continent ouvert. Mais désormais, il y a des conditions. Et tu vois, en Europe continentale, on conduit à droite. C'est comme ça. Ben, si tes entreprises veulent venir, ben, il faut qu'elles conduisent, il faut que le volant il soit à gauche. Parce que chez nous, c'est comme ça. Alors évidemment, ça surprend un peu. Puis après ça, c'est tellement intéressant d'être sur le marché européen qu'elles vont évidemment se conforter à l'ensemble de nos obligations qui protègent les concitoyens et qui protègent les entreprises. Et c'est une régulation ex ante, c'est-à-dire que c'est une régulation donc pour pouvoir bénéficier du droit d'entrée sur le marché. Et voyez-vous, je dis le marché, ça veut dire qu'au-dessus du marché intérieur, on a créé avec ces textes enfin un marché numérique, un marché informationnel. Je suis donc le commissaire au marché intérieur, des produits et des services, mais aussi de l'espace informationnel. Et pour la première fois, c'est la même régulation partout. Il n'y a pas un pays qui va pouvoir être plus laxiste qu'un autre. Je ne citerai personne, vous m'aurez reconnu, notamment dans la régulation. Tout le monde va avoir les mêmes règles, devoirs, obligations. Si vous voulez rentrer sur le marché intérieur, il faut avoir un représentant légal. C'est lui qu'on ira chercher si jamais il y a une défaillance. Si vous ne respectez pas le fait que vous allez devoir ouvrir vos algorithmes pour savoir comment vous poussez des contenus, comment vous créez, qui est interdit, de la viralité, parce qu'un contenu est peut-être générateur d'une certaine viralité parce qu'il profère des propos qui vont créer de la polémique, voire qui sont illégaux. Donc ça sera interdit.
Donc on crée maintenant effectivement cette équipe, qui va être chargée, donc, dans mes équipes, de la DG Connect, de surveiller. Donc ce seront des, je le dis tout de suite, ce seront des très grands spécialistes. Vous savez, moi, qu'est-ce qui m'a aidé dans cette affaire? C'est que je suis évidemment ingénieur et que c'était mon monde. Je les connais tous. Donc, je suis surpris de rien, y compris du lobby assez fort qui a été utilisé, mais en particulier contre moi, pour peut-être essayer de me freiner. Mais bon, voilà. Les choses se sont déroulées. C'est un peu, vous dites deux textes majeurs, c'est un peu un Himalaya, effectivement, auquel on on s'est attelé, mais on l'a franchi. On l'a franchi avec une équipe exceptionnelle. On l'a franchi avec une très bonne coopération et du Parlement et du Conseil. Et dans des délais. Et dans des délais, c'était plus important, extrêmement court, parce que extrêmement c'était court. absolument indispensable pour notre démocratie et pour notre marché intérieur. Il va donc rentrer en fonctionnement, donc, ces deux textes. Alors, là aussi, j'espère que nos amis américains vont le faire. La même chose. On est les plus gros, donc c'est normal qu'on ait commencé par nous. C'est ce que je leur ai dit, il n'y a pas de honte. Mais on est là pour les aider. Et je tends la main, du reste, à nos amis américains pour qu'ils fassent maintenant la même chose que ce qu'on a fait. Alors, bien sûr, on va peut-être l'adapter avec des spécificités. Mais au fond, je crois que le travail qui a été fait, vous savez, avant de le lancer, j'ai voulu qu'il y ait une consultation très très large, mondiale. On a eu plus de 3000 réponses. C'est une des plus larges consultations à laquelle on est procédé, gouvernance toujours, au sein de la Commission. Tout le monde s'est exprimé, les États, les entreprises, les particuliers, les organisations non gouvernementales, les syndicats, tout le monde s'est exprimé, nous a fait part de ses préoccupations, de ses besoins, et on a bâti. Donc je pense qu'on a construit un texte qui correspond bien à nos valeurs démocratiques, à nos règles d'état de droit, et donc évidemment, on est en étroite discussion avec nos amis américains, et ce serait bien qu'ils adoptent quelque chose. C'est compliqué, parce qu'il faut évidemment que les co-législateurs le fassent. Je sais qu'ils essayent, mais qu'ils ont du mal. Bruxelles, c'est Washington, Washington, c'est Bruxelles. Hein. Il faut que les co-législateurs tombent d'accord. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de leadership, mais je ne doute pas qu'ils y arriveront. Et le troisième étage de la fusée, a été dévoilé, je crois, au mois de septembre, c'est le Cyber Resilience Act. Alors ça, c'est un autre sujet qui concerne maintenant la cybersécurité, qui est un sujet adjacent. Le Cyber Resilience Act, c'est que, évidemment, maintenant, quand on rentre sur le marché intérieur, donc on a maintenant ce marché intérieur qui est le marché des services et des produits, on a ce marché intérieur qui est maintenant le marché intérieur numérique, mais évidemment, chaque produit qui va rentrer. Et moi, en tant que responsable du marché intérieur, je dois vérifier que les produits sont conformes, les normes sont conformes, je dirais, à l'usage qu'on va avoir avec ces produits, notamment en ce qui concerne la sécurité. Par exemple, pour prendre des exemples très simples, les véhicules doivent être conformes à nos règles de sécurité, mais des jouets pour les enfants doivent être faits dans tel type de produit, pas dans tel autre type de produit, pour qu'il n'y ait pas de risque, notamment toxiques ou autres. Donc on a des règles aujourd'hui sur le marché intérieur, qui sont des règles, encore une fois, pour protéger nos concitoyens. Mais la plupart de ces produits maintenant contiennent des processeurs, des applications, de l'intelligence artificielle, même si elle est minime. Donc il y a beaucoup d'interactions désormais entre les produits et l'environnement et le monde extérieur pour le rendre plus efficace ou différent ou approprié ou que sais-je. Et donc chaque produit devient quasiment un point d'entrée en matière de cybersécurité. Vous savez, la cybersécurité, on parle de surface d'attaque. La surface d'attaque, généralement, c'est là où sont localisées les données. On peut aller les chercher ou les pervertir. Ou les compromettre. Et auparavant, c'était essentiellement dans des data centers, dans des serveurs. Désormais, chaque objet, et c'est notamment ce qui concerne l'Internet des objets, donc puisqu'il interagit, génère ses propres données, interagit avec son environnement extérieur, voire peut-être avec des clouds, pour pouvoir échanger effectivement les informations qu'il est censé utiliser pour rendre le produit plus attractif, on va dire. Chaque objet donc devient lui-même une surface d'entrée, une surface de risque. Donc c'est pour ça que je dis souvent que notre marché intérieur, notre continent européen, chacun des points devient une surface d'attaque potentielle. Donc il faut avoir des règles assez précises pour qu'on soit sûr que les produits qui rentrent, effectivement, aient des règles, des garanties en matière de cybersécurité et protègent au fond l'ensemble de nos infrastructures, parce que finalement tout va être connecté. C'est dans ce contexte du reste que dans la boussole stratégique, j'ai souhaité, avec
mon collègue Joseph Borrell, qui est le haut représentant, qu'il y ait tout un volet sur la cybersécurité, qu'on protège ce qu'on appelle un cyber shield, et que l'Europe soit protégée avec des Security Operational Centers un peu dispersés partout sur le continent pour protéger précisément ce nouvel espace informationnel, de même que les avions protègent l'espace aérien, les chars, l'espace terrestre et les bateaux, l'espace maritime. Merci beaucoup. On aurait plein d'autres sujets à aborder, l'Europe spatiale, la protection des matières premières. Je sais que c'est un sujet qui est cher à votre cœur, mais j'aimerais peut-être terminer cet entretien par une phrase. Vous savez, le grand sociologue et philosophe français Bruno Latour est décédé il y a quelques jours, et il évoquait dans un entretien paru en mai dernier dans Le Grand Continent, en faisant référence à notre sol commun, notre appartenance, la multitude des connexions dues aux guerres, à la mémoire, aux épreuves de l'exil et de la migration, et aux catastrophes diverses que les Européens ont tous connues, et il s'interrogeait. Le sol européen est-il en train de changer sous nos pieds? Guerre nucléaire, guerre climatique, deux conflits territoriaux se superposent, s'entrechoquent, et il posait cette question à la fin de cet entretien. Dans cet interrègne, à quoi nous raccrocher sur notre continent? Monsieur le commissaire, si je vous adressais un point final de cet entretien pour lequel je vous remercie, cette question, à quoi nous raccrocher sur le continent européen? Comment aujourd'hui donner du sens à celles et ceux qui croient en l'Europe et qui ont envie de faire que cette Europe elle soit plus grande, plus forte, plus résiliente demain? D'abord, Bruno Latour a été le grand philosophe de cette complexité que vous décrivez, et des interconnexions, au fond, des interactions. Parce qu'au fond, tout est interconnecté, tout interagit. Dans mes quelques dadas, j'ai aussi la physique quantique, et pour laquelle, du reste, je me félicite qu'Alain Aspect, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, l'honneur de travailler, avant d'être à la commission, vient d'être reconnu, puisqu'il a reçu le prix Nobel de physique. C'est lui qui, le premier, a mis en œuvre par une expérience absolument exceptionnelle, révolutionnaire, l'intrication quantique, c'est-à-dire le fait que lorsque deux particules, des photons par exemple, ont été en interaction à un moment donné, lorsqu'ils partent ailleurs, ce qui se passe sur l'un, même si c'est à des milliards de kilomètres ou d'années-lumière, se passe sur l'autre. En d'autres termes, cette interaction, tout est interconnecté. Je crois qu'on est dans un monde, effectivement, où il faut, c'est le monde de la complexité. Certains appellent ça l'effet papillon, notamment quand on voulait faire des références à conséquences climatiques, à juste titre, sur lesquelles Latour a beaucoup travaillé. Et au fond, d'abord, c'est ça. On est tous interconnectés. On fait tous partie d'un même monde. On est cette espèce de biodiversité. Et donc, il faut la préserver telle qu'elle. Mais la biodiversité, c'est l'interconnexion absolue, c'est le respect de chacun pour ce qu'il est, la gouvernance. Il n'y a pas de petit ou de grand. Chacun apporte sa contribution. Est aussi important, le plus petit que le plus grand. Et puis, il y a ensuite l'histoire et la géographie. L'Europe, c'est cette interconnexion entre nous et avec le reste du monde, mais c'est aussi notre géographie qui elle-même est porteuse de notre histoire. Vous savez, l'histoire est ancrée dans les territoires. Et pour très longtemps. Il ne faut jamais l'oublier. Y compris dans les moments noirs de l'Europe. On ne doit jamais l'oublier. Et c'est la raison pour laquelle, je vous ai dit tout à l'heure, que notre destin commun, continental, on vit ensemble, sur un même bout de planète. Notre destin commun, c'est évidemment comprendre qui nous sommes, comprendre d'où on vient, et savoir qu'on est plus fort ensemble plutôt que contre les uns les autres. Et c'est la raison pour laquelle je finirai par vous dire que les trois mots qui sont les plus importants, me semble-t-il, pour nous, et donc modestement pour moi en tant que commissaire, le leadership, la solidarité et l'unité. C'est notre destin commun en Europe. Merci beaucoup Thierry Breton pour cet entretien.